Bonjour, merci d'être avec nous pour un nouveau rendez-vous de Dimanche en politique en Bourgogne-Franche-Comté. Il y a un an, presque jour pour jour, Emmanuel Macron était élu président de la République. Nous allons donc, avec nos invités, nous pencher sur cette année, l'année du président, l'année du pays et l'année des autres forces politiques. Avec nous sur ce plateau, François Patriat, bonjour. Bonjour. Sénateur de Côte-d'Or, président du groupe La République En Marche au Sénat. Vous êtes, on peut le dire, un proche d'Emmanuel Macron. Julien Audoul, bonjour. Bonjour. Vous présidez le groupe Front National au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Vous êtes par ailleurs membre du bureau national de votre parti. Et puis Alexandre Émorine, bonjour. Bonjour. Vous êtes en Côte d'Or le porte-parole de la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Rajoutons que nous souhaitions sur ce plateau un parlementaire, les Républicains de Franche-Comté, mais il semble que les emplois du temps des uns et des autres ne l'aient pas permis. Le premier anniversaire, c'est le moment des bilans, des sondages. Emmanuel Macron y a droit aussi. Sa popularité a baissé, mais elle se situe selon les instituts entre 45 et 50%. En fait, c'est mieux que ses prédécesseurs les derniers prédécesseurs sous la Ve République. François Patriat, je suppose que vous y voyez un élément positif. Je crois que le chef de l'État dit lui-même qu'il était là à la fois pour donner un sens à l'histoire et pour transformer la France. Et que son objectif n'est pas un objectif à court terme de sondage plus ou moins fluctuant, mais que l'objectif, c'est de savoir, dans le long terme, est-ce que pendant ce mandat, cette majorité est capable de transformer le pays, de redonner à ce pays un élan économique, un élan politique, un élan européen. Et c'est ce à quoi, aujourd'hui, le gouvernement s'est attelé. Donc, en fait, les sondages, au bout d'un an, de votre point de vue, ça n'intéresse pas vraiment. Il faut les regarder, il faut les écouter. Mais je trouve que le socle, aujourd'hui, dont dispose Emmanuel Macron dans l'opinion publique, c'est un socle qui est élevé par rapport à tous ses prédécesseurs, par rapport à ses 4 précédents prédécesseurs. Si on lit bien les sondages, le socle d'Emmanuel Macron, il est un peu plus large que son score au premier tour, 35. Au premier tour de la présidentielle. 35, 24, 35, voilà. Julien Audoul, je vous vois grimacer. Oui, il y a un autre sondage qui est plus intéressant, à mon sens. 55% des Français qui sont mécontents de la politique d'Emmanuel Macron. Et depuis un an, on observe finalement une transformation, oui, mais moi je l'appelle plutôt une déconstruction de tout ce qui fait la France, de toutes les protections qui ont fait la France. Et le nouveau monde qu'on nous avait vendu, qu'Emmanuel Macron avait vendu, une sorte de modernisme, une sorte de rassemblement des élites de droite et de gauche, en fait c'est le pire de la gauche et le pire de la droite. Et notre Jupiter, puisque c'est le surnom dont on l'affuble, finalement s'est transformé en véritable Belzébuth. Et le nouveau monde, un véritable cauchemar pour les Français, notamment les plus modestes, et notamment les Français de la ruralité. Alexandre Émorine, si je vous dis, on disait... Ça, c'est de la nuance. Hein. D'abord, Alexandre Émorine. Socle s'est élargi ou pas, de votre point de vue, Emmanuel Macron? Il réussit sa première année? Je pense qu'il réussit pour l'électorat qu'il vise avec ses réformes, oui, l'électorat de droite. Au final, le nouveau monde, c'est la nouvelle droite. C'est le retour même d'une vieille droite, à la rigueur. Quand on voit d'un côté qu'on va avoir la suppression de l'ISF, de l'autre, on a l'augmentation de la CSG, la baisse des APL, on voit clairement pourquoi et pour qui est faite cette politique. Donc que des électeurs de droite s'y retrouvent, ça ne me paraît pas illogique. Et ça participe aussi de la poursuite de la recomposition qui a lieu depuis 2017, avec quelqu'un qui aujourd'hui incarne cette droite du coup libérale, très eurobéate, qui s'appelle Emmanuel Macron, face à... Parce que de faire baisser le chômage, c'est de droite. Faire baisser le chômage, c'est de droite. Je ne pense pas que le chômage baisse. Mais si le chômage baisse, le chômage quand on regarde les chiffres, le déficit baisse. Quand on regarde les chiffres, toutes catégories confondues, je suis désolé, le chômage ne baisse rien. Le chômage aujourd'hui, il est à 8,6. C'est faux. Il était à 10 et à 12 avant, et le déficit du temps d'autres était à 7,7, maintenant à 5,7, et maintenant il est de 3. Non mais, comme réponse à Belzébuth et à la régression. J'ai entendu ça. Belzébuth, régression. Comme réponse. Refaisons le match aujourd'hui. Refaisons l'élection. Il y a un sondage qui a été fait. Qui croyez-vous qui serait élu aujourd'hui? Il y a eu un sondage par l'IFOP. Emmanuel Macron serait réélu. Il a en face de lui aucune personnalité représentant ni le Front National, ni la France Insoumise, ni les Républicains, ni les socialistes, bien entendu, en mesure aujourd'hui d'être challenger d'élection présidentielle. Moi, je vous coupe, François Patriat. Sauf que celui qui serait élu aujourd'hui, parce que je rebondis sur ce que disait Alexandre Émorine, celui qui serait élu aujourd'hui, ce serait un candidat de droite. Parce qu'à l'époque, on se souvient que beaucoup de gens disaient Emmanuel Macron, c'est le faux-né de François Hollande, c'est un socialiste. Voilà, on se rappelle même qu'il y a des socialistes à Dijon qui ont organisé un meeting de soutien à Emmanuel Macron entre les 2 tours de la présidentielle. Et puis aujourd'hui, Emmanuel Macron, tout le monde dit c'est un président de droite. Alors vous, non, pas tout le monde. Non mais vous êtes un marcheur de gauche, François Patriat. Vous vous sentez comment avec un président dont tout le monde dit qu'il est le chef de la droite? Je me sens totalement en phase avec l'action du gouvernement que j'assume complètement. Parce que je pense que la première inégalité de ce pays, aujourd'hui, c'est entre ceux qui ont du travail et ceux qui n'en ont pas. Et que le chef de l'État a fait de la valeur travail, non pas de la valeur pouvoir d'achat, mais de la valeur travail, la valeur essentielle.
Et je me projette dans l'avenir pour ne pas avoir le nez dans le sondage ou dans le guidon. Et je me dis quoi, Lilian? Je me dis aujourd'hui, si dans 4 ans, le taux de chômage est à 6, si le budget de la France est à l'équilibre, si le déficit a reculé, si les jeunes ont plus de travail, qu'ils gagnent mieux, alors nous aurons gagné. Emmanuel Macron aura gagné. Alors j'aurais entendu CSG, pas CSG, régression, IST, tout ça sera passé pour pertes et profits, parce que c'est de la vieille rengaine, d'un vieux monde avec les vieux acquis. On dit décomplexer le pays. Je reprends un exemple. Mais en même temps, est-ce qu'il y a un Je reprends un programme exemple. En destruction du pays. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la SNCF ou que le Code du travail pouvait rester en l'état? Non. Tout le monde sait bien que le Code du travail ne pouvait pas l'être parce qu'il n'est plus adapté aujourd'hui au marché du travail mondial et européen. Est-ce que la SNCF pouvait rester en l'état? Est-ce que la SNCF pouvait rester en l'état? Est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir une SNCF qui a 45 milliards de déficit et qui a un statut comme ça? Non. Réaction d'Alexandre Emery. C'est pas de la déconstruction. Je crois que c'est la transformation positive. Nouveau monde contre vieux monde. Est-ce qu'on a nouveau monde contre vieux monde sur ce plateau? Vous êtes le vieux monde. Apparemment, bon bah c'est très drôle venant de M. Patria. Non, mais sur la SNCF par exemple. Personnel, hein. Non, c'est pas du tout personnel, c'est sur l'engagement politique. Sur la SNCF, bien sûr, pourquoi laisser les choses en l'état? On peut toujours envisager des réformes, il n'y a aucun problème. Vous ne ferez croire à personne que remettre en cause le statut des cheminots, ça réglera la question de la dette de la SNCF. Ça n'a aucun lien. Ça n'a aucun lien. 100 millions par an. 100 millions. Vous savez comme moi que la caisse sur le statut des cheminots, c'est la seule qui est bénéficiaire dans toutes les dettes de la SNCF. Vous savez pourquoi? Vous n'êtes pas conseiller régional. Ensuite, quand on a demandé à la région de payer 3 millions d'euros par an, en plus de la convention pour payer la retraite des cheminots, qui partent à 53 et 57 ans, c'est bien un coût supplémentaire. C'est ça aujourd'hui. Non. Vous savez que l'âge légal de départ, l'autorisation, bien entendu, est à 53, 57 ans. Je ne vais pas vous laisser beaucoup de temps faire un débat technique sur la SNCF. Mais bien entendu, mais les gens ne partent pas parce que partir à 53 ou 57 ans, ce serait partir sans une retraite à taux plein. Donc ils partent en moyenne à 60, 62 ans comme les autres. Donc là-dessus, vous n'êtes pas d'accord, Julien Audoul? Oui, on peut. Vous êtes le vieux monde aussi? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a une vraie fracture. Le vieux monde, c'est celui de M. Patria, c'est celui des vieilles politiques ultralibérales que M. Macron recycle, parce que la seule politique d'Emmanuel Macron, finalement, c'est d'appliquer la feuille de route de Bruxelles, de tous ces thatchériens, de tous ces réganiens des années 80-90. Ce serait quoi votre politique sur l'emploi, alors, à vous, par rapport à ça? Concrètement, nous, c'est le patriotisme économique. Mais attends, c'est le... Comment ça? Quoi pour créer de l'emploi? Comment ça? On ne crée pas de l'emploi au nom du patriotisme. On ne crée pas de l'emploi, mais c'est ce que font les États-Unis, c'est ce que fait le Brésil, c'est ce que fait l'Inde, c'est ce que fait la Russie. Ce sont des méthodes qui marchent. Et ce que je veux dire, c'est que ce qui est frappant avec la politique d'Emmanuel Macron, c'est qu'elle est totalement à rebours du monde dans lequel nous entrons, où il y a un retour de la nation, il y a un retour des protections, il y a un retour des souverainetés, il y a un retour des frontières. Vos modèles sont M. Poutine et M. Trump. C'est ce que vous venez de dire. Vos modèles sont M. Poutine et M. Trump. Vous avez dit les États-Unis et la Russie. Non. Vous venez de dire ça. On dit que les grands pays de ce monde font place à la nation et aux protections qui en découlent. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron, ce que constatent d'ailleurs les Français de plus en plus, c'est qu'on peut lui reconnaître une qualité, c'est qu'il applique sa politique et il applique son programme. Mais que c'est le candidat du matraquage fiscal, et en cela, c'est le digne successeur de François Hollande, avec la baisse des APL, avec la hausse de la CSG de 21%, 500 euros de plus, avec la suppression de la taxe d'habitation. Mais arrêtez, Monsieur Patria, est-ce que vous pourrez arrêter de mentir? La suppression de la taxe d'habitation, vous savez très bien que les Français vont la payer d'autre part. Non, pas du tout. Et on a fait le chef du gouvernement a dit hier que ce sont les communes. Monsieur Darmanin a mis la semaine dernière qu'il n'y aura pas d'impôt nouveau. Ne la paieront pas Monsieur Patria, c'est quand même bizarre. En supprimant la taxe d'habitation, vous laissez les communes exsangues qui vont devoir augmenter les impôts locaux. Et les Français vont les payer. Donc vous le savez, c'est un mensonge, c'est une escroquerie. Et Alexandre Emery voulait réagir. Alors je pense que c'était sur le protectionnisme, l'ouverture, la fermeture. Oui, c'est aussi sur l'aspect nation, bien entendu. Le patriotisme, c'est une valeur qui est partagée par tout le monde. Personne n'a de brevet, je pense, à donner en matière de patriotisme. Par contre, moi, ce que je remarque également, pour revenir sur la première année d'Emmanuel Macron, pour revenir sur un sujet politique, c'est qu'il y a de la câlinothérapie qui est faite à la droite, on l'a dit, mais également à l'extrême droite. Avec la loi Asile-Immigration notamment, qui est une loi dangereuse, et ça, c'est pas la France Insoumise qui le dit, c'est Amnesty International, où on autorise maintenant d'enfermer pendant 90 jours des enfants. Des enfants. Pas les enfants seuls, jamais. Les pas enfants seuls, mais en des famille, mais, c'est avec beaucoup leur mieux d'être famille. derrière des barreaux. Jamais les mineurs isolés. C'est des enfants en attendez, famille, quoi, sa famille. Mais vous vous rendez compte un petit peu? Vous vous rendez compte, enfermer un enfant même avec ses parents? Mais si. Dans tous les autres pays, 135 jours. Et dans le même temps, une extrême complaisance vis-à-vis de certaines milices privées, appelons-les comme ça, d'extrême gauche, d'extrême droite, qui vont aller faire. Quelle milice d'extrême droite? Alors, génération. Est-ce que ce sont des milices d'extrême droite
qui sèment le désordre et la pagaille aujourd'hui, que ce soit dans les facs, que ce soit à Notre-Dame-des-Landes, que ce soit dans les rues de Paris? Est-ce que ce sont des milices d'extrême droite? Très bien, parlons des universités et des groupes d'extrême droite qui viennent matraquer les étudiants dans les amphis. Voilà. Bon, ça c'est fait. Ensuite, passons à Génération Identitaire. On a bien compris que vous êtes du même côté de la table face à François Patria, mais absolument pas d'accord. Génération on s'est douté un petit peu. Dans milices d'extrême droite, vous parliez des gens qui, dans la montagne, à la frontière franco-italienne, qui sont opposés à l'arrivée des migrants. Qui veulent se substituer aux forces républicaines. Alors voilà. Contrairement aux milices d'extrême gauche qui cassent. On revient au bilan, et moi je rebondis parce que c'était... Mais vous avez commencé en parlant des réformes. Sur ce dont on voulait parler... Il y a beaucoup de réformes qui se succèdent. On verra peut-être d'ailleurs si le rythme effréné des réformes empêche l'opposition peut-être de s'y opposer réellement. Moi, j'avais envie de vous demander, François Patria, si pour l'instant, il y a un programme social chez Emmanuel Macron. Parce qu'on voit bien qu'il y a une libération de l'économie, on voit bien qu'il y a des économies faites sur le budget. On ne voit pas de protection dans l'action d'Emmanuel Macron. On ne voit pas comment les gens les plus pauvres sont protégés. On ne voit pas ça. Alors on ne veut pas voir. J'ai entendu tout à l'heure la litanie des prélèvements, des procès d'intention. Je vais essayer de faire la part des choses. Personne ne dit ici aujourd'hui, minimum vieillesse plus 100 €, allocation adulte handicapé plus 100 €. C'est déjà le social. 2, quand on dédouble les classes, et qui sont une pleine réussite aujourd'hui, dans les élèves, dans les zones où c'est difficile. Et vous fermez 300 classes dans la ruralité. Là où il y a de l'échec scolaire, monsieur Odoul, c'est une pleine réussite. C'est la rentrée la plus à gauche qui ait jamais été faite. C'est la rentrée la plus à gauche en termes de personnel, de gens. Jamais une rentrée autant de gauche. Je prends l'histoire des APL. Vous me dites, on a fait perdre aux étudiants, attendez, j'y viens, 5 € par mois, 60 €. Qui vous dit en face ici que dans le même temps, les étudiants maintenant adhèrent automatiquement à une mutuelle pour 278 € par an, sans que ça leur coûte rien. Il n'y a plus la cotisation obligatoire, et c'est vrai qu'on en a très peu parlé. Les étudiants, ils ont gagné ils ont perdu 60 € et gagné 1 000 € en tout. 1 000 € par étudiant. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte déjà? Qui l'a dit? Maintenant, le bilan. Écoutez, autant de réformes engagées, autant de réformes déjà abouties. Je vous rappelle que la réforme SNCF a été votée déjà à 80% à l'Assemblée et qu'elle le sera au Sénat de la même façon. Ce qui prouve que malgré tout, les parlementaires suivent l'avis des Français. Réforme de l'apprentissage, réforme de la santé, réforme de l'UNEDIC, réforme du logement, réforme de la formation professionnelle, réforme constitutionnelle. Tout ça, ce sont des réformes non pas pour faire des réformes, mais pour faire que la France soit enfin sortie du vieux monde, des vieilles attitudes conservatrice d'avant, pour pouvoir être dans un monde numérisé. La France, elle est confrontée à 5 défis. Le défi numérique, le défi environnemental, le défi destruction au travail aujourd'hui, le défi du terrorisme. Elle a 5 défis aujourd'hui. Et à ces 5 défis, Emmanuel Macron, depuis 2 ans, répond par des propositions de réforme qui sont de nature à aller... Et je vous renvoie hier, quand on a vu le président de la République, aussi bien devant le Congrès américain, hier, en Allemagne, standing ovation, en disant à l'Europe, réveillez-vous. On a un chef de l'État, on attend un président de la République qui protège les Français. Aujourd'hui, les Français. C'est pas Justin Bieber qu'on attend. Aujourd'hui, les Français, et aller à l'étranger, les Français sont fiers de leur président, qui leur a redonné de l'optimisme. Et ce que me disent les petites gens, moi, j'en ai encore vu à midi, qui dans la rue me disent, Monsieur Patria, n'écoutez pas les sondages, tenez bon. Accessoirement, les sondages sont nettement moins mauvais que pour d'autres présidents de la 5e au bout d'un an, il faut le dire quand même. L'image en même temps de la France à l'étranger, elle est importante, y compris dans la dimension économique, pour que des entreprises viennent en France et toutes ces choses-là. C'est pas anodin tout de même, Alexandre Maury. L'image de la France, elle est à l'étranger, elle est importante, mais malheureusement aujourd'hui, elle est complètement écornée. Vous avez un président Emmanuel Macron qui, quand il va rencontrer Donald Trump, va lui dire, notamment sur la question de l'accord avec l'Iran, oui, en effet, vous avez raison, il faut renégocier. Il est le seul à lui en parler. Personne d'autre ne lui en parle. J'aimerais terminer, s'il vous plaît. Le seul. Il ne faut pas dire des contre-vérités. Qui va donc dire à M. Trump, l'accord, il faut le renégocier, vous avez raison, etc. Et quand il rencontre M. Rouhani, donc le président de l'Iran, il y a quelques jours, il va lui dire, il faut que vous restiez. Comment vous pouvez imaginer que la crédibilité de la France ne soit pas entamée quand vous changez de parole, quand vous changez d'interlocuteur? Et notamment sur la question iranienne, où quand même, le respect de l'accord est quand même, il me semble, central pour la stabilité de la région et pour nos entreprises. Vous avez Renault, vous avez Peugeot, vous avez Airbus, plein de petites PME également. Cet accord doit obligatoirement tenir et on ne doit pas, selon la personne à qui on parle, changer d'avis et changer d'opinion. Donc la parole de la France, malheureusement, aujourd'hui est complètement écornée sur un sujet qui est sensible, avec un risque de guerre dans les jours qui viennent. Julien Odoul, j'avais envie de vous poser la question aussi. On avait beaucoup parlé d'une fracture au moment de l'élection présidentielle entre une France des villes, une France des campagnes.
Est-ce que, au bout d'un an, les choses, de votre point de vue, se sont réglées ou pas? C'est bien sûr un terrain que vous labourez à chaque fermeture de classe, à chaque fermeture de service public. De votre point de vue, c'est dans la colonne des crédits ou des débits pour Emmanuel Macron? Juste avant de répondre, je vais compléter sur la parole de la France, qui, à mon sens, a été, je dirais pas écornée, mais foulée par le bombardement de la Syrie. Quand même, il faut le dire. Emmanuel Macron a rompu, je dirais, une politique et une tradition de notre pays en s'alignant directement derrière les États-Unis. François Hollande voulait bombarder en Syrie, il ne l'a pas fait juste parce que Barack Obama voulait pas suivre. Mais je veux dire, voilà, Emmanuel Macron est allé au... Je suis fier de voir que le Front National est content qu'on gaze les enfants en Syrie. Très bien, bravo. Félicitations. J'aimerais qu'Emmanuel Macron, président de la République française, garantisse la sécurité de la France en luttant contre l'État islamique. Parce que vous pensez qu'en luttant contre l'État islamique, là-bas, on ne dépend pas l'intérêt de la France? Justement, si on fait la guerre là-bas, Monsieur Patria, on n'est pas dans le monde des bisounours, c'est la politique du moindre mal. On a un ennemi qui tue des Français, c'est l'État islamique. Voilà. Bachar el-Assad, arrêtez-moi si je me trompe, ne tue pas des Français. Ah bon. Voilà. Donc c'est pas grave. De tuer un Syrien, c'est pas grave. Je ne dis pas que c'est pas grave. Vous faites la différence entre le fait Monsieur que Macron tuer un n'est pas Syrien président du monde, il est président de la Non, République française. Vous faites la différence. C'est moins grave de tuer un Syrien qu'un Français. Non, bravo. Je fais la différence, oui. Je considère que c'est la sécurité des nôtres avant celle des autres qui compte. Voilà. Allez, il a été élu pour ça. Vous aimez votre prochain et votre lointain. Je vous dirais bien que vous avez mangé votre temps de parole, mais c'est pas vrai. Pas ça, monsieur Patria, jamais. Mais pour vous répondre, la fracture territoriale, voire l'exclusion territoriale, s'est aggravée depuis un an. Clairement, avec toutes les politiques anti-ruralité, et notamment une qui est tout à fait symbolique. Au-delà de l'histoire des dotations, au-delà des fermetures de classes, 300 classes qui vont être fermées dans la ruralité, alors qu'on dédouble les classes de CP dans les banlieues, ce qui montre bien que M. Macron a quand même une préférence pour une certaine France. Et moi, je parlerai de mon département de Lyon, où 27 classes sont fermées cette année, avec des conditions extrêmement difficiles pour les parents d'élèves et les élèves. Et puis, il y a une autre mesure qui est totalement injuste, totalement inefficace, et qui va matraquer les Français de la ruralité, c'est la limitation à 80 km/h sur nos routes. Matraquer, est-ce que le mot n'est pas trop fort pour juste arriver 2 minutes plus tard à son point de destination? Avec les radars embarqués, avec la multiplication des radars qui va aller de pair, bien sûr, qui vont être matraqués, avec aucune efficacité pour lutter contre la mortalité routière. François Patria, est-ce que ça veut dire qu'Emmanuel Macron, dont on dit qu'il est le président des villes, le président des diplômés, ne comprend pas le monde rural? Vous qui êtes sénateur et qui êtes un élu rural, est-ce que ça veut dire qu'Emmanuel Macron ne comprend pas le monde rural? Je vais essayer de reprendre... J'entends toutes les antiennes, toutes les remarques. Oui, mais je pense que les gens du monde rural entendent les justifications. Non, je réponds point par point. Écoutez-moi bien. Première chose, aujourd'hui, on dit baisse des dotations. C'est la première fois depuis 10 ans qu'il n'y a pas de baisse des dotations. J'ai réuni les maires avec M. Darmanin la semaine dernière. Il y a des variations dues au fonctionnement de la DGF. C'est la première fois. Depuis, il y a même 300 millions de dotations en plus de la DGF. Et la DSR monte et le fonds pour les territoires ruraux monte aussi. Pas de baisse. Donc, territoires ruraux, pas abandonnés. 2, les classes. Eh bien, on ouvre plus d'écoles qu'on en ferme aujourd'hui. On en ferme là où il n'y a pas d'élèves. Alors pourquoi les gens ont l'impression à la campagne qu'on ferme les classes? C'est comme la température ressentir. Quand on vous dit qu'il fait beaucoup plus froid qu'il ne fait, vous avez beaucoup plus froid. C'est vrai. Quand aujourd'hui le gouvernement dit les opérateurs sur le numérique, où ils n'avancent pas aujourd'hui, l'État reprendra le main, et les opérateurs le savent, il va les forcer à faire le numérique en territoire rural, il le repris aujourd'hui. La loi sur la mobilité qui vient, c'est une loi pour la mobilité pour tous les ruraux aujourd'hui. La loi pour la formation professionnelle, y compris dans les territoires ruraux aujourd'hui, la loi sur la santé demain, n'empêche que les ruraux, les 80 km/h, ça passe pas. Ah ben moi, écoutez, je sais ce que c'est. Il y a 1 an et demi, j'ai passé dans votre émission le matin et j'étais sur mon lit d'hôpital parce que j'ai vu ce que c'est que la vie. J'ai vu ce que c'est. Et je sais aujourd'hui, moi, ça ne m'amuse pas non plus parce que je fais 80 000 km par an et que je l'ai fait en territoire rural. Ça ne m'amuse pas. Mais ce que je sais, c'est que si je mets 5 minutes de plus, et si je sais que j'économise 3 litres de 2 litres au 100 km... Il faut abaisser à 50 km/h si on vous suit votre logique. Écoutez, si on fait moins de morts quand on baisse... J'entends bien, mais vous ne le savez pas et vous me direz le contraire. Mais l'expérience qui a été menée dans Lyon a montré que de 90 à 80, on a diminué de 50% les morts sur les itinéraires. Voilà. Si, c'est vrai. Je le donnerai. Il y a une forte polémique autour de ces chiffres. On avance un petit peu, et ce sera la dernière partie de notre émission, pour parler, je le disais, de la recomposition, parce qu'il y a un an, l'élection d'Emmanuel Macron a été une forme de déflagration politique. Beaucoup de partis politiques ont volé en éclats. On pourrait même dire, d'ailleurs, dans la représentation de ce plateau, que c'est un nouveau paysage politique qu'on présente ici. Je commence quand même par vous, Julien Audoul. Ça aurait pu être, cette présidentielle, pour vous, une sorte d'accession au sommet.
On parle aujourd'hui assez librement de ce débat de la présidentielle de Marine Le Pen, dont elle admet elle-même que ça a été une forme de catastrophe. Est-ce que derrière les chiffres, et même derrière les sondages actuels, il n'y a pas au Front National le gros doute qu'en fait, vous devrez soit changer de stratégie, soit changer de candidate, soit changer d'orientation pour réussir politiquement? Je ne le pense pas. Et je considère que le Front National est peut-être le parti qui se porte le mieux aujourd'hui dans ce nouveau clivage. Il y en a qui ont fait cette diagnostic en partant, comme Florian Philippot et les Patriotes. Oui, peut-être, mais la réalité, c'est le dernier sondage de l'IFOP sur le premier tour. Voilà. On constate que Marine Le Pen serait toujours au second tour de l'élection présidentielle et mieux qu'elle serait à 23%. Elle augmente de 2 points. En étant honnête, ça veut dire elle augmente de 2 c'est une points. configuration dans laquelle il y a presque plus d'électeurs qui votent pour le candidat de la droite, donc vous récupérez les électeurs de la droite. Non, mais ce qui montre bien qu'il y a un vrai nouveau clivage, celui entre les mondialistes de gauche, de droite, autour d'Emmanuel Macron, et ceux des nationaux, autour de Marine Le Pen. Et d'ailleurs, la droite, c'est bien qu'elle ne soit pas là sur ce plateau, puisqu'elle n'existe plus, concrètement. C'est-à-dire que les amis de M. Wauquiez ont été totalement macronisés, et le fait qu'ils descendent à 8% dans les sondages montre que finalement, ces amis participent de cette politique, l'encouragent et sont avec les amis de M. Patriat. Vous avez un Front National toujours haut face à Emmanuel Macron, François Patriat. Moi, je ne parle pas du Front National. Moi, non, mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Il y a deux choses. Une vision et des intuitions. Une vision. Ce qui est loin d'être une réponse à ma question, effectivement. Une vision de la France. Mais moi, je parle de Macron. Moi, j'ai un double but. Oui. Soutenir l'action du gouvernement parce que je veux que ce gouvernement réussisse. Ces messieurs souhaitent qu'il échoue. C'est leur problème. Pas du tout. Ils contestent toutes les mesures. Ils le caricaturent. Et deux, je souhaite qu'Emmanuel Macron soit réélu dans 4 ans. C'est le travail à laquelle je m'attelle tous les jours et c'est la raison pour laquelle je le soutiens. Alors je vous coupe la parole. Front National ou pas. Et je retourne vers Alexandre Hermerin pour parler là aussi d'une autre recomposition, celle de la France Insoumise, qui on va dire, est très présente dans la vie médiatique aujourd'hui en France. Oui. Les sondages disent pas exactement la même chose parce que finalement, votre socle s'est pas forcément énormément agrandi. Et je pense que vous vous doutez de quoi je vais vous parler. Il y a une utilisation de termes autour de Jean-Luc Mélenchon. Il parle beaucoup de révolution, d'insurrection, insurrection civique, certes. Est-ce qu'il est vrai que Jean-Luc Mélenchon n'a pas digéré de ne pas avoir gagné l'élection et que finalement, il y a un vocabulaire qui pousse à jouer la revanche avant la fin du quinquennat? Alors, à 20h01, le soir de l'élection d'Emmanuel Macron, tout le monde avait accepté le résultat. De toute manière, ça c'est clair. Ceux qui vont dire ça sont ceux qui devraient eux-mêmes accepter comment fonctionne une démocratie. C'est-à-dire qu'une démocratie, c'est pas tous les 5 ans, on met un bulletin et ensuite on se tait. C'est pas comme ça que ça se passe. On a le droit également, et le devoir même démocratique, d'exprimer également des désaccords quand il y en a, des accords aussi quand il y en a, puisque nous avons voté notamment l'interdiction de la pêche électrique à l'Assemblée nationale avec les députés En Marche. Donc nous ne sommes pas dans une opposition systématique, nous regardons ce qui convient à nos idées, ce qui ne nous convient pas. Ensuite, sur la question des termes... Il y a eu un soutien sur le terrorisme aussi après l'attentat de Trèbes aussi. Ça, de toute façon, c'est une obligation morale et républicaine. Quand vous avez, sur les termes qui sont employés mais pour autant, par Jean-Luc Mélenchon, pourquoi utiliser déferlement, insurrection? Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de pousser parce que le lien a été fait entre le vocabulaire de Jean-Luc Mélenchon et puis les débordements qu'il y a eu lors de la dernière manifestation avec la présence des Black Blocs. Tout lien qui est fait entre la violence physique et les mots, je trouve que c'est quelque chose qui est indigne. Les mots utilisés dans un débat politique sont justement là pour empêcher toute violence dans la société. Il me semble quand même que c'est une évolution du débat démocratique, permis notamment grâce au système républicain que nous avons, pour empêcher justement qu'au bout d'un moment, les gens se tapent dessus. Eh ben non, les gens se parlent, discutent, débattent et échangent. Nous, on parle de révolution civique, de révolution citoyenne et d'insurrection civique, c'est par le bulletin de vote. C'est jamais par la violence. La violence politique, elle est, je le dis, elle est complètement contre-révolutionnaire pour ceux qui se prennent pour des grands révolutionnaires en allant fracasser un McDo. Sociale, il faut une violence politique. Pas nos amis, pas les amis de la France Insoumise. C'est ce que dit M. Ruffin. Vous savez, les Black Blocs... Vous savez, les Black Blocs... C'est intéressant. Les Black Blocs... La dissolution de ces milices d'extrême gauche violentes. De toute façon, vous pouvez dissoudre que des organisations qui sont constituées légalement. Les Black Blocs ne le sont pas. Comment ça, les Black Blocs, il n'y a pas d'association. Il n'y a pas d'association loi 1901 des Black Blocs. Non, je suis désolé. Mais excusez-moi, vous avez Par contre, un cortège d'associations. Vous avez des Black Blocs qui vont attaquer le cortège de la France Insoumise le 23 septembre dernier, où nous nous sommes fait attaquer notre marche, notre tribune. Les gens qui allaient parler sur la tribune... Mais alors ça dit quoi cette violence? Là, pour le coup, François Patriat, est-ce que vous avez un avis là-dessus? Est-ce que c'est lié à la politique d'Emmanuel Macron? Est-ce que c'est lié au moment dans lequel on est? Est-ce que c'est lié à la présidentielle un an après? Non, mais ou est-ce qu'il y a toujours eu cette forme-là? Il y a toujours eu dans ce pays une forme de radicalité. On la voit depuis plusieurs années. Elle existe à Notre-Dame-des-Landes. Ce n'est pas forcément ceux qui veulent transformer l'agriculture là-bas. Il y a des radicaux autour d'eux. Il y a des radicaux dans les mouvements politiques d'extrême droite et d'extrême gauche. Mais il n'y en a pas. Il n'y a pas de Black Bloc chez les marcheurs. Je vous le dis.
vous n'en trouverez jamais. Hein. Donc les choses sont claires. Donc cette violence aujourd'hui. Mais de vouloir d'appeler au déferlement dans la rue, au renversement du chef de l'État, j'entends bien tous ces mouvements. Mais la fête à Macron, le déferlement, c'était 40 000 personnes. Allez, on va dire 50 000. C'était quand même pas, c'était plutôt sympathique. Je trouvais que c'était, ça fait partie de l'opposition dans laquelle je peux comprendre tout à fait la réaction. Mais pour le reste, aujourd'hui, où est l'opposition fragmentée? Et dans les intuitions d'Emmanuel Macron, il avait compris avant tout le monde que la France avait besoin de renouvellement, qu'elle avait besoin de réformes, que les vieux partis classiques étaient en train de s'effondrer, qu'il aurait une majorité, qu'il y aurait une expérience dans le monde qui serait entendue, une voix qui serait écoutée. Ils sont finis, quand on devient, les partis classiques. Il nous reste 1 minute d'émission. Ils sont finis, les partis classiques? Ils sont pas finis. Mais non, ils sont pas finis. Ils sont finis, les partis classiques. Non. Vous allez récupérer le PS, vous allez récupérer les Républicains? Non, nous, on n'est pas là pour récupérer qui que ce soit. De toute façon, par contre, pour proposer un projet en opposition complète à celui d'Emmanuel Macron, bien entendu. Par contre, moi, quand j'entends M. Patria parler, on dirait un petit peu, vous savez, l'infaillibilité du pape. Quand on vous entend parler, c'est un petit peu ça. C'est la première fois qu'on vous qualifie de pape. Non, de Emmanuel Macron. Pardon. Il serait infaillible. Je suis un vrai croyant. Hein. Ah oui, je vois ça. Mais par contre, ça montre bien, on parlait tout à l'heure de l'image du président, ça montre bien qu'il habille totalement les habits du monarque présidentiel qui lui sont donnés par la Ve République. Chef de l'État, très bien. Et je suis obligé de vous arrêter, ce débat pourrait continuer très longtemps, on voit qu'il y a beaucoup de sujets. Merci à tous les trois d'être venus débattre dans cette semaine avec des agendas très compliqués. Merci à tous les trois. Restez avec nous pour la partie nationale de Dimanche en politique. On se retrouve dimanche prochain, même heure, même endroit. Bon dimanche, au revoir.